Alors aujourd'hui, nous allons parler de la propriété intellectuelle. Génère-t-elle encore un avantage concurrentiel? Comment la gérer? Comment la valoriser? En tirer un avantage fiscal également? Charles Carlier, quel est le regard que pose le fiscaliste sur ce qui est dit maintenant? Est-ce qu'il y a un encouragement de l'État à protéger la propriété intellectuelle? Oui, oui, il y a un encouragement de l'État et je dirais que le regard du fiscaliste est un regard très intéressé face à tout ça et intéressé d'être le plus tôt possible, je dirais, impliqué dans la réflexion. Mais parce que sur le plan très stratégique, très tôt, au moment où on budgète, typiquement, la fiscalité peut déjà entrer en ligne de compte, puisque l'aspect financier se définit déjà là. Aujourd'hui, le trajet de brevetabilité... Le potentiel fiscal peut impacter la stratégie de développement? Devrait l'impacter. Alors, la fiscalité ne doit pas être le seul driver, si j'ose dire, mais elle doit l'impacter le plus tôt possible, parce que le coût est un élément extrêmement déterminant dans le choix de breveter ou ne pas breveter, et la fiscalité rembourse une partie de ce coût assez tôt, sur le personnel, sur les coûts. Ça veut dire que plutôt que de payer des impôts, l'entreprise va pouvoir cofinancer sa recherche et son développement avec ce qu'elle aurait dû payer comme impôt sur le revenu ou oui, impôt via sur les impôts, via le précompte professionnel, via l'impôt des sociétés, via d'autres éléments. La fiscalité subsidie indirectement l'activité d'innovation à différents plans et qu'il faut gérer transversalement et avec cohérence. Mais très tôt, effectivement, il faut se poser la question fiscale et sur les 3 axes. Alors, quelles sont les incitations concrètes au niveau fiscal pour la protection de la propriété intellectuelle? Alors, je vais prendre quand même les 3 axes, parce que moi, j'aime parler d'innovation plutôt que de brevetabilité. C'est intéressant, naturellement, c'est un des axes. Mais il y a l'axe du personnel. La société a des gens innovants, donc une partie du précompte professionnel. Donc, les chercheurs de Fabrice peuvent, par exemple, bénéficier d'une déduction de précompte, coûter moins cher à l'entreprise. Voilà, ces chercheurs peuvent aussi bénéficier, dans certains points de vue, d'un régime de droit d'auteur pour leur créativité, au-delà de l'innovation pure. Ça, c'est au niveau de la personne physique. Et les droits d'auteur sont moins imposés que le salaire, bien sûr. Tout à fait. Et donc là, on a un vrai gain au niveau cash pour la personne, mais c'est un facteur d'attractivité du personnel, de compétition et de rétention du personnel. Il y a les coûts qu'on peut, par exemple, activer techniquement et récupérer un crédit d'impôt recherche. Et il y a la propriété intellectuelle elle-même, qui, au-delà du brevet aujourd'hui, s'ouvre aussi à la dimension software. Et Fabrice doit bien le savoir, puisque c'est son corps de métier, software, hardware. Aujourd'hui, le périmètre fiscal est extrêmement large et permet de récupérer via l'impôt des sociétés, je dirais, un taux d'imposition en dessous de 10%. Là où on est très très loin, je dirais, du taux d'imposition standard à l'impôt des sociétés. Donc oui, 3 axes minimum. Pourquoi est-ce qu'on a des régimes incitatifs fiscaux pour l'innovation? Je dirais que c'est de moins en moins un choix. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de régime incitatif à l'innovation, dans un environnement encore extrêmement concurrentiel sur le plan fiscal, on est loin d'un impôt européen. Ça veut dire que les entreprises innoveraient moins? Les entreprises qui ne seraient pas incitées à innover via la fiscalité et la subsidiation seraient en déficit de compétition sur le marché, je dirais, de la fiscalité. Pourquoi? Parce que les autres pays ont aussi leur régime. Il y a une concurrence fiscale entre États. Il y a une véritable concurrence fiscale. Il y a une volonté de l'OCDE de créer un impôt mondial, mais on est très loin de ça. Aujourd'hui, c'est la foire d'empoigne sur le plan, je dirais, de la fiscalité. Et donc, il est nécessaire de maintenir ces incitants et de les renforcer. Donc, voilà les raisons. Ensuite, c'est le maintien de l'emploi et des cerveaux chez nous, pour tout ce qui touche au personnel. C'est bien sûr la capacité financière des entreprises. En mode Covid, c'est encore plus important. La résilience passera par l'innovation. Donc plus que jamais, je dirais, les incitants fiscaux sont essentiels. Est-ce que vous avez une idée d'un chiffre du pourcentage d'entrepreneurs qui innovent, qui connaissent ce type de mécanisme? Il y a des études qui sont parues, mais je me méfie toujours des études. En parlant de ce que moi je perçois sur le terrain, je rejoins ce que Fabrice indique. Les mesures existent, elles sont multiples, elles sont cumulables, elles sont connues mais elles font peur parfois, on les voit comme extrêmement techniques. Peur parce que plus les incitants sont potentiellement rémunérateurs, plus ils génèrent des risques dans l'esprit de l'entrepreneur d'être rattrapé à un moment donné. Quand même. On peut prendre des accords. On a la chance en Belgique d'avoir la possibilité de prendre des accords avec les administrations fiscales. C'est tout à fait vrai et c'est quelque chose que nous mettons en avant. C'est la sécurité juridique. Avoir un incitant fiscal, c'est bien, mais il faut que la sécurité juridique soit gérée de la même façon et transversalement, parce qu'on parle à toute une série d'acteurs, on doit raconter des choses cohérentes à tous. Mais cette sécurité juridique a toujours un prix, un temps, et surtout implique de mettre sur la table toute une série de choses que l'entrepreneur n'est pas toujours prêt à mettre sur la table. Ceci dit, c'est dommage, et nous portons la bonne parole sur ce plan-là vers les entrepreneurs pour qu'ils puissent effectivement capturer leur innovation, comprendre les enjeux de la fiscalité et de la subsidiation indirecte, et sécuriser au maximum juridiquement ce qu'ils font.